Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Café Richelieu. Merci à tous ceux qui ont liké, partagé et commenté nos dernières émissions, ça aide beaucoup la chaîne qui manque grandement de visibilité. Nous commençons tout de suite cette émission consacrée au légalisme. Vous avez sorti le vitriol? J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. Il a beaucoup de philosophie, mais il aime trop l'orififi. Pour m'accompagner tout au long de celle-ci, Sky, chef du Cercle de Savoie, Bien le bonsoir. ainsi que Panzerf. Bonsoir. Alors, messieurs, le légalisme, qu'est-ce donc? Sky. Le légalisme, je pense que tout le monde voit de quoi on parle. Il n'y a pas forcément besoin de déposer une définition scolaire, on va dire. Qu'est-ce que c'est si ce n'est le respect de la loi? Le souci, si on veut, du respect de la loi, de l'application des droits positifs, quoi. Ouais, moi j'aurais plus vu ça comme le fait de placer l'autorité de la loi comme pinacle suprême en fait. Oui, il y a de ça, t'as raison. C'est-à-dire que pour moi le légaliste c'est quelqu'un qui va placer la loi au-dessus de tout. Ouais, qui considère la loi comme un absolu, ouais. Ouais. C'est la définition que j'en donnerais, c'est effectivement de la loi au sens strict et du droit en vigueur. C'est très, enfin, du droit en vigueur dans le sens type le sur-respect des droits de l'homme est en fait une forme de légalisme en soi. Et légaliste, celui qui a pour adage de dire la loi au pied de la lettre, quoi. D'accord. Alors du coup, la grande question de ce soir, le légalisme est-il ce qui nous bride? Mais alors, va falloir décomposer un peu la question. Ce qui nous bride dans quoi? Tout d'abord. Alors, du coup, on va peut-être même la reformuler parce que c'est vrai qu'elle n'est pas forcément très claire. Le fait d'être bridé dans nos actions quotidiennes, moi je pense que la question va y tourner comme ça. C'est plus dans le quotidien en fait de vie des gens. Est-ce que les gens par légalisme en fait se brident, finissent par être dans l'autocensure, dans l'autosurveillance en fait de leurs gestes quotidiens? Dans la bien-pensance finalement. Dans la bien-pensance, ça pour moi légalisme rime avec bien-pensance d'une certaine manière. Et ouais c'est ça en fait, est-ce que c'est pas une bride en fait qu'on choisit de suivre, qu'on choisit en fait de laisser s'imposer en fait à notre esprit? Tu veux dire, est-ce que la peur de la loi, mais pas forcément de la loi telle qu'elle est, mais de la loi telle qu'on la ressent, Alors c'est pas la peur. nous impose pas... c'est comme la peur du gendarme en fait, qui n'est pas une peur réelle, mais qu'on appelle comme ça. Je vois pas du tout ça comme de la peur. C'est pas de la peur en fait. C'est le souci de l'obéissance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vouloir faire en sorte d'obéir strictement à ce qu'on nous dit de faire pour simplement la tranquillité de vie, mais pas par souci de peur, si on veut, mais juste pour pas qu'on nous emmerde. Vous dites? Comment? Et c'est ça, je pense, la mentalité du légaliste. Ce qui bride le gars, parce que voilà, l'individu qui est légaliste, c'est ça, c'est qu'en fait, il veut juste qu'on lui foute la paix, pas avoir à se prendre la tête, en fait. Et on peut pas dire qu'il ait peur, parce que factuellement, les sanctions que nous risquons dans notre époque sont pas particulièrement sévères, hein. C'est pas de la peur du gendarme ou de la sanction, on va dire. Mais quand je parle de peur, entendons-nous bien, quand je parle de la peur du gendarme, c'est pas au sens d'avoir peur des gendarmes. C'est au sens de savoir qu'un gendarme peut être quelque part avec son radar fait qu'on roule moins vite. Le fait que quand un gendarme passe dans la rue, on se tient un carreau parce que voilà, c'est pas le fait d'en avoir peur intrinsèquement parlant. C'est plus une expression qui veut dire que comme on sait qu'il y a des gendarmes, on fait pas de conneries. Alors dans ce cas, pas le terme peur, mais plus crainte, en fait, si tu veux. Et crainte, non pas de la sanction, mais plus qu'on vienne nous casser les couilles. Soyez correct. Soyez correct. Ouais, je suis pas d'accord avec toi pour le coup. Ouais, moi je le vois un peu comme ça, en tout cas. C'est ce que je remarque chez les gens, c'est plus cette volonté d'être tranquille. Ouais, après j'imagine qu'il y a aussi des gens qui vont être légalistes plus dans la volonté de respecter la loi parce que ils ont mis justement la loi avec un grand L sur un pinacle. Ça, c'est un autre point de vue. Et parce que la loi a raison. Panzerf, t'en penses quoi? Moi, j'en pense que déjà pour le second cas de personnage, donc ceux qui placent la loi au-dessus d'un pinacle, ça me paraît quand même compliqué de la respecter à 200%, à savoir que quand même, pour avoir tous les textes de loi chez moi, c'est quand même compliqué. Mais nul n'est censé ignorer la loi, mon cher Panzerf. Qu'en penses-tu? Alors nul n'est censé ignorer la loi, mais on peut la contourner sans forcément l'ignorer. Nos chers politiques le savent parfaitement bien, et nos chers amis, dont je ne citerai pas le nom, mais bon, ça commence par un W, le savent parfaitement bien également.
D'ailleurs, je pense que le légalisme s'applique un petit peu à double vue, entre guillemets, c'est-à-dire que elle s'applique mais seulement à une certaine catégorie de personnes, c'est-à-dire qu'on va demander un respect de la loi totale à une certaine catégorie de personnes et non pas à d'autres. Ce qui est d'ailleurs très compliqué parce que trouve-moi, même parmi les juristes qu'on a en France, quelqu'un qui connaît totalement la loi. Personne. Je suis désolé, mais cet adage de nul n'est censé ignorer la loi, personne ne peut actuellement avoir une connaissance parfaite et intégrale des textes de loi qui existent. Alors si, mais il y aurait que des avocats et des juges. Mais non, mais mais même chez sinon il n'y aurait pas des spécialisations en fait en telle forme de droit. C'est-à-dire que le terme même de nul n'est censé ignorer la loi est une absurdité en fait, sans nom. C'est-à-dire que ça témoigne que le légalisme est une idéologie, c'est quelque chose qui est magnifique dans le monde des idées. Voilà, on dit ça pour juste voilà faire en sorte que les lois soient respectées, sauf que dans les faits, dans la réalité concrète, il y a pas de substance, il y a rien, personne ne peut connaître toutes les lois. Bah actuellement. En tout cas, certainement pas dans notre état. C'est-à-dire que ça aurait pu être possible du temps où on avait un système de droit beaucoup plus simple, limité. Ouais. J'aurais un contre-argument à apporter là-dessus, c'est que on pourrait justifier cette phrase de nul n'est censé ignorer la loi dans le sens large du terme. Ce qui est dit dans cette phrase, ce n'est pas tout le monde doit connaître les textes de loi sur le bout des doigts avec toutes leurs dérives et leurs petites incomplétions qui se complètent les unes entre elles, mais plus au sens large du terme. Donc on sait qu'il est illégal de voler, on sait qu'il est illégal de tuer, on sait qu'il est illégal de diffamer, oui. Mais on sait également qu'il est légal de blasphémer. Donc diffamer oui, blasphémer non. Alors ça c'est je sais pas si on peut placer une jurisprudence. En gros c'est une excuse on va dire que la justice donne. C'est nul n'est censé ignorer la loi, ça signifie que tu es, toi en tant que citoyen, quand tu es sur le point d'accomplir une action, tu as le devoir de te renseigner sur ce que tu fais, si ce que tu fais est légal ou pas. C'est-à-dire qu'en fait on déplace la responsabilité de la loi, en fait vu qu'elle ne peut pas être connue par tous, on part du principe en fait que les citoyens doivent connaître la loi et doivent s'informer de cette loi, mais pas tous les jours de leur vie, hein, seulement d'une manière circonstancielle, c'est-à-dire quand tu veux engendrer des actions, voilà. Oui, d'ailleurs c'est un peu vrai, c'est-à-dire que tu vas aller faire du camping dans un champ, d'abord tu dois te renseigner à qui est le champ, est-ce que tu as le droit de planter ta tente dessus. Voilà, tout simplement. Sur le fond, on va dire que c'est compréhensible vu le nombre de lois en fait qu'on a actuellement. Évidemment, personne ne peut les connaître, donc à partir de là, on fait en sorte que les citoyens. Alors par contre, ce qu'il faudrait, c'est que cette accessibilité à l'information soit bien plus simplifié, si on veut. Alors du coup, j'aimerais revenir sur Est-ce que ça nous bride, et dans quoi? C'est-à-dire que tu nous as un petit peu évoqué le sujet avant, Sky. Est-ce que on pourrait pas le voir d'un autre point de vue? Est-ce que ça nous briderait pas à restaurer le royaume de France? Alors, on peut clairement dire qu'effectivement, oui, c'est une bride, parce qu'effectivement, la loi est républicaine, donc à partir de là, si on se conforme d'une manière légaliste à la loi, si on est la loi au pied de la lettre, de facto on ne peut pas être royaliste, en fait. Vu que le principe même d'être royaliste, en fait, s'inscrit en contradiction par rapport à la loi républicaine, par rapport à la République elle-même. Alors en fait, oui et non, parce que j'ai une anecdote à ce sujet, ouais. C'est du pur légalisme, mais il y a un texte de loi qui a priori n'a jamais été abrogé, qui décrète que pour qu'une loi soit valide, soit mise en vigueur, il faut qu'elle ait été acceptée et validée par le roi. Ce qui veut dire que toutes les lois qui ont été votées sans l'approbation du roi n'ont aucune valeur. Donc on pourrait être légaliste, pas au niveau de l'état actuel, mais... je ne crois pas que cette loi existe encore, il faudra vérifier. Elle est passée dans les lois obsolètes, bien sûr, mais ouais. C'est une loi qui n'a jamais été abrogée. Alors on peut dire, oui, mais il y a eu changement de régime, donc d'office elle est abrogée. Mais je suis pas sûr que ce soit entièrement vrai, parce que des lois qui ont été faites sous la 4ème République n'ont pas systématiquement été abrogées sous la 5ème. Du moment que celles-ci apparaissent dans les textes de loi, je pense que les lois ne sont pas abrogées. Et je voulais revenir sur un point, c'est que, enfin, sur le point de ta question, notre système de valeurs en tant que royaliste, en fait, nous permet de passer au travers des filets de cette loi, parce que notre système de valeurs est quand même en corrélation avec certains pans de la loi républicaine, dans le sens le plus large du terme, hormis du fait qu'on ne légitimise pas les textes de loi républicains. Notre système de valeurs vraiment nous permet en fait de passer au travers du sens les plus larges des lois. Donc c'est très important ce que tu dis, parce que justement tu fais la distinction finalement entre la morale et le légalisme, entre le légal et le moral.
Et c'est important de faire cette distinction parce que la réalité, c'est que le système traditionnel fonctionnait selon cette manière. C'est-à-dire que on avait effectivement le droit positif qui existait, donc le système de loi. Au-dessus de ce système de loi, on avait la coutume, le droit coutumier qui s'appliquait. Et au-dessus, en fait, du droit coutumier, il y avait la morale, la religion qui dispensait la morale et qui donnait justement ce cadre ultime, si on veut, de la loi, finalement, face à la morale, ne vaut rien à partir du moment où elle est immorale, ou à partir du moment où elle va à l'encontre, on va dire, d'un dogme moral. Oui, il y a une grosse distinction à faire entre ce qui est légal et ce qui est légitime, même si souvent, ce qui est légitime rejoint ce qui est légal. En tout cas, en théorie. En pratique, j'ai l'impression que c'est de moins en moins le cas. Mais ça, c'est encore... ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend d'un système de valeurs propre à chacun, ça dépend de beaucoup de choses, c'est-à-dire que beaucoup de choses vont considérer que posséder une arme est quelque chose de légitime. Et c'est d'ailleurs quelque chose de légal. Mais ça pourrait être illégal. Est-ce que ça en deviendrait pour autant illégitime? C'est légal, mais très encadré. Oui, bien sûr, mais ça c'est normal que ça soit encadré. C'est normal que ce soit encadré. C'est d'ailleurs un autre débat que nous avons déjà traité en vidéo. Je vous invite à aller voir la vidéo sur le port d'armes si jamais ça vous intéresse. On port à détention d'armes, ouais. Tout à fait. Non, ce qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que quand quelque chose devient illégal, est-ce que ça n'en devient pas plus légitime? C'est-à-dire que, je m'explique, le port d'armes par exemple, ou même la détention d'armes, elle est légitime et elle est légale. Il y a un équilibre. Est-ce que si elle était illégale, elle n'en deviendrait pas plus légitime? Parce que ça veut dire qu'on est dans un état qui nous prive de liberté, donc le fait d'avoir des moyens de contrebalancer ceci devient nécessaire en fait. Donc... Ouais, non, moi je pense que je vois où tu vas en venir et je pense que tu as raison, c'est une forme de tentative de récupérer, on va dire, un droit qui est intrinsèque à l'humanité, si on veut. Le droit de se défendre, de posséder une arme pour le faire. Oui, de défendre sa famille, de si on te défendre ses supprime biens. en fait ce droit-là, en fait c'est l'État qui devient donc illégitime et qui devient d'une certaine manière illégal vis-à-vis de la morale. C'est-à-dire qu'en fait, si on part du principe que c'est un droit lié au fait même d'être un être humain, le fait que l'État nous interdise ce droit le plus légitime, fondamental, voilà, c'est quelque chose d'illégitime de la part de l'État. Il n'a pas la légitimité de le faire. Cependant, est-ce que ça marche avec autre chose qu'avec les armes, par exemple? Et ben en fait, justement, droit. Là, tu es au-dessus de la loi, justement, et en fait, ce que tu invoques, là, c'est pas forcément la morale en elle-même. La morale, c'est encore autre chose, il y a vraiment un point de vue à la transcendance. C'est le droit coutumier. Naturel. En fait, tu fais appel au droit coutumier. Au droit de naturel. coutume et de tout temps, l'être humain a toujours possédé des armes, en a fabriqué, et en a toujours usé pour sa défense. C'est là où, justement, la loi ne peut que s'effacer face à ce fait anthropologique. C'est-à-dire que ce qui nous manque beaucoup, enfin ce qui nous manque complètement même d'ailleurs, hein, parce que finalement ces deux autres formes de loi n'existent plus dans notre système moderne. Elles existent encore, mais elles sont pas reconnues d'un point de vue légal. Ouais, en même temps elles ont pas forcément à l'être, mais elles doivent être considérées en fait. Et encore, elles existent encore dans une certaine mesure avec les jurisprudences. C'est pas faux ce que tu dis, c'est vrai que ouais, c'est pas faux. C'est-à-dire qu'elles sont pas reconnues en tant que telles, en tant que droit coutumier, mais la jurisprudence est ce qui se rapproche le plus d'un droit coutumier finalement, puisque la coutume fait que tel cas est jugé comme ça, donc même si la loi dit plus ou moins autrement ou qu'elle prévoit autre chose, vu qu'on a toujours jugé comme ça, on continue de le faire. C'est un peu ça en fait la jurisprudence. Alors, oui, mais il faut faire attention à ça. Chers amis, c'est le moment de vous rappeler de cliquer sur le pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, de commenter, de partager, ça nous fait plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche pour être notifié de chaque nouvelle publication. Tout ceci est vraiment très important pour le référencement de la chaîne. Je rappelle aussi que vous pouvez nous rejoindre sur Discord et intégrer le cercle de gentilshommes le plus proche de chez vous. Nous sommes présents dans 17 régions en France. C'est l'occasion pour nous tous de nouer des liens dans le réel. Vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee afin que nous puissions améliorer sans cesse la qualité de nos émissions et nous suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Je vous parle du rififi. Oui, il faut faire attention à ça, parce que ce raisonnement est valide sur beaucoup de points, mais il est aussi invalide sur beaucoup de points. Parce qu'il donnerait légitimité à beaucoup de choses qui se font de nos jours et qui sont complètement immorales. Parce que la morale dépend de tout un chacun. Et nous le savons tous, aujourd'hui, la morale est très particulière. La morale par amour du goût. Et Charlie Babbitt a fait une blague. C'est la morale par rapport surtout
à ses pulsions, on va dire, des plus sauvages. J'entends par là, par exemple, notre mascotte de l'actualité en ce moment, Pierre Palmade, ne se prive pas de choses complètement immorales. En sont-elles légitimes pour autant? Enfin, immorales à notre sens, mais pour autant morales en son sens à lui. Donc ça voudrait dire que la loi changerait en fonction d'un individu à un autre, en fonction de sa morale, ce qui justifierait le terrorisme et alors je vais utiliser des termes un peu particuliers, mais les rencontres intempestives de nuit que peuvent faire nos jeunes étudiantes ou nos jeunes femmes, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, dans les rues. Découverte culturelle malencontreuse. Le sentiment d'insécurité, c'est de l'ordre du fantasme. De jour comme de nuit dans une mauvaise ruelle, quoi. Donc ça pourrait complètement légitimer ces personnes-là dans un procès. Donc attention quand même à ce point de vue moral qui passerait en dessus du coup de la loi, parce que parfois il est quand même mieux que la loi prévale sur la morale, quand même, en fonction de l'individu. Parce qu'effectivement, si c'est pour notre cas, bon, je ne pense pas qu'on fasse partie des rencontres intempestives et qu'on en soit des agresseurs ou des meurtriers. Donc trop de langue de bois, tu la langue de bois là. Au contraire. On aura une immigration de grande qualité dont on pourra tirer profit. Mais oui, attention à ça. Et je voulais d'ailleurs pondre cette petite phrase que j'ai trouvée très intéressante. Un système de valeurs reste stable dans une société quand il est suivi par son élite. Alors, je pose ça là. Ah, intéressant, oui. Je pose ça là, et je veux votre avis sur cette phrase. C'est intéressant, je vais rebondir là-dessus, parce qu'effectivement, finalement, c'est l'élite qui donne toujours, en fait, l'exemple, au peuple, qui donne toujours l'exemple, en fait, à ceux qui sont, enfin, ceux qui dirigent, sont là que pour ça, d'ailleurs, finalement. Pour essayer d'édifier, en fait, ceux qui sont en dessous d'eux. Les grands moralisateurs. Cette élite, si on doit prendre l'exemple de l'Ancien Régime et de la société traditionnelle, on avait l'avantage d'avoir la religion qui donnait une morale universelle, au sens propre du terme d'ailleurs, étant donné que la morale était catholique. Et ça avait le mérite en fait de faire en sorte que l'intégralité de la société fonctionnait selon les mêmes dogmes moraux. Il n'y avait pas de débat, si on veut, sur qu'est-ce qu'on estimait comme moral ou pas. Cette question était déjà tranchée d'avance. Ça permettait ensuite de mieux cadrer, si on veut, les deux autres aspects en fait de ce corps juridique, qui étaient donc le droit positif et le droit coutumier. À l'origine, en fait, tout s'est construit autour du droit coutumier d'une certaine manière. Du droit coutumier est né le légalisme, on va dire, enfin la loi, le système du droit positif, et ensuite a été réglementé, si on veut, par la morale chrétienne qui a été donnée par la suite. Et du coup, ce sont nos élites d'autrefois qui avaient adopté complètement ce système moral. Qui avait combiné tout ça avec les droits dont j'ai parlé. Et justement, cette élite avait pour vocation à suivre précisément ce qui faisait d'eux en fait une élite, c'est qu'ils recevaient leur pouvoir par cette coutume et par cet ordre moral. Donc ils ne pouvaient que le suivre, puisque le pouvoir qu'ils possédaient dépendait en fait de l'ordre qu'ils suivaient, et qu'ils devaient montrer l'exemple, si on veut, de cet ordre. Bien sûr, ils l'ont pas tous fait, hein, c'était loin d'être le paradis sur Terre, l'Ancien Régime non plus, faut pas déconner. Mais faut quand même souligner ça, c'est que c'était des gens qui dépendaient clairement d'un système, et que c'est en le balayant en fait que tout s'est cassé la gueule progressivement, et qu'on en est arrivé à la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et je veux juste revenir sur ce qui avait été dit. Aujourd'hui, la morale est tout à fait unifiée. L'est-elle dans le bon sens? Ça, ce serait peut-être une autre question à explorer. Ah, tu penses que la morale est Mais la morale est effectivement tout à fait unifiée. Ah oui, complètement. Hein. La morale est complètement unifiée. On a parfètement défini qui étaient les gentils et qui étaient les méchants aujourd'hui. Alors, moi, hypothétiquement, évidemment. Je citerai des proches. L'ennemi est con, il croit que c'est nous l'ennemi, alors qu'en fait, c'est lui. Je suis pas d'accord, la morale est pas du tout unifiée, et au contraire, il y a de plus en plus de morales différentes et distinctes, et c'est bien ça le problème. Et en fait, la morale, elle est non seulement pas unifiée, mais la phrase que tu cites, elle est très intéressante parce que, et je trouve qu'elle est très vraie, c'est-à-dire qu'en fait, peu importe le niveau de morale et les types de lois qu'il y a, tant que l'élite montre l'exemple, les autres suivent. Et justement, c'est bien le problème qu'on a actuellement, c'est que l'élite ne montre plus l'exemple. Il montre un contre-exemple, si on veut. Il montre carrément un contre-exemple, et le pire, c'est que c'est pas un contre-exemple régulier faites ce que je dis et faites pas ce que je fais, qui est plus ou moins une habitude depuis quelques années, voire plus. Non, là c'est un contre-exemple d'une semaine à l'autre.
C'est-à-dire qu'une semaine, ils vont dire il faut faire ci, regardez, je le fais. La semaine d'après, ils vont arrêter de le faire, ils vont continuer à le dire, ou ils vont arrêter de le, ou alors ils vont continuer à le faire, arrêter de le dire, enfin, ou l'inverse. Enfin, bref, ces mecs sont des girouettes complètes. Et c'est pire que tout parce que, au lieu de se dire l'élite montre l'exemple, on suit, ou l'élite ne montre plus l'exemple, il faut que ça change, et puis du coup il y aurait des révoltes, des machins, des trucs. Non, là, c'est provoquer une incapacité de réflexion chez la plupart des gens. Ouais, Parce que on est submergé d'informations en permanence. Donc on a plus le temps de les traiter et de les analyser, d'en faire quelque chose de concret. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de parler de désinformation. Moi, je pense que le problème n'est pas la désinformation, le problème c'est la surinformation. Et ça fait déjà bien une quinzaine, vingtaine d'années que ça a commencé, et ça ne fait qu'empirer. Alors la désinformation, oui, et la surinformation, oui. Pourquoi surinformation, oui? Parce que on est abreuvé d'informations en tout genre. La désinformation, pourquoi? Parce que ces informations que l'on reçoit en permanence sont soit déjà erronées, soit biaisées, soit volontaires, oui, donc biaisées, j'allais dire volontairement modifiées, soit en réalité ou au mieux présenté sous un angle qui arrange. Oui, mais ça c'est biaisé. Oui. Du coup, il serait quand même bon de dire, de l'affirmer en fait, hein, pour ceux qui en douteraient encore, ne suivez pas l'élite. L'élite ne montre pas l'exemple. Faut pas faire ça. Ne reproduisez pas ça chez vous. Ceci est fait par des professionnels. Ah oui, là, on est sur du professionnel. Là. C'est ça. Ceci est fait par des professionnels du mensonge et de la corruption. Ne reproduisez pas ça chez vous. C'est que je vais reprendre les paroles d'un humoriste. C'est aujourd'hui, on a atteint la catégorie légende. Hein, on a que des numéros 10 dans l'équipe. Voilà. Ils sont tous excellents. Ça en est presque devenu un art. C'est qu'à un moment donné, voilà. Il y a une forme d'art, oui. Ce que je trouve intéressant, pour revenir un petit peu sur l'élite qui montre l'exemple, en l'occurrence qui ne le montre pas, c'est de voir à quel point l'élite, en fait, a tout intérêt à ce que le peuple suive son mauvais exemple pour pouvoir pratiquer leur vice, en fait, en toute impunité. C'est-à-dire que c'est des gens qui veulent que le peuple adopte en ces espèces de dégénérescence, que le peuple lui ressemble, si on veut, tout en lui restant soumis, mais lui ressemble, voilà, dans la décadence des mœurs, pour pouvoir pratiquer leurs mœurs en public, ne plus se cacher, en fait, dans des caves pour faire leur saloperie. Ah, je pense pas que ce soit le cas de la majorité, mais de certains peut-être. Ce qui me fait penser à une petite anecdote, une jeune étudiante, en fait, clairement entretenait une relation, c'est les termes utilisés, entretenait une relation avec son professeur. Elle a été emmenée au tribunal pour ça, mais elle a eu gain de cause parce que elle a tout simplement répondu au juge et au procureur, en réalité, notre président le fait, donc pourquoi pas moi. Ouais, elle a invoqué la jurisprudence Jean-Michel. Elle a invoqué la jurisprudence Jean-Michel. Donc, c'est laissez-moi me retrouver seul dans une pièce avec une personne qui a 20 ans, voire 30 ans de plus que moi. Pourquoi mon président le ferait et pas moi? Et, effectivement, cette phrase est très juste. Pourquoi notre élite le ferait et pas nous? Et c'est vrai que ça fait force d'argument d'autorité, si on veut, parce que si le chef de l'État qui représente en fait la nation et le peuple se comporte comme un dépravé, qu'est-ce qui peut du coup en fait empêcher le peuple de se comporter comme des dépravés? Finalement, vu que l'exemple est effectivement donné par l'élite de la nation. Ouais. Du coup, si je peux me permettre de recentrer un petit peu le débat, du coup, revenons-en à notre légalisme. Est-ce qu'il nous bride, du coup, Sky, rapidement? Pour moi, évidemment, le légalisme en fait est une bride mentale qui a vocation à sauter, et à sauter pas de n'importe quelle manière en fait, à sauter une fois qu'on aura recouvré la raison de ce que sont ces droits supérieurs en fait, que sont le droit coutumier et la morale. C'est cette reconnexion, on va dire, avec les droits supérieurs qui feront que le légalisme en fait cessera à terme d'exister. Parce que de toute façon, en fait, il ne pourra que se casser la gueule à long terme. Du coup, tu places la légitimité au-dessus de la légalité, du coup. Ah, clairement, purement, ouais, tout à fait. D'accord. Et toi, Panzerf, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que le légalisme nous bride? Complètement, mais plus d'une manière physique, dans le sens, aujourd'hui, je vais encore prendre un exemple stupide, mais un stagiaire répond mal à son patron, il peut plus lui mettre une crevée, quoi. Mais par peur justement de cette loi et du légalisme qui est très fortement appliqué sur ce domaine-là,
Mais c'est quelque chose qui commence à s'effondrer parce qu'en réalité, plus on essaye de tuer la violence et autres maux de ce monde, en fait, au plus ils reviennent au galop. Et c'est même pas une histoire de ce légalisme va s'effondrer, il est en train de s'effondrer. On le voit de plus en plus, la déviance qu'elle soit morale, physique, augmente de manière considérable et visible aujourd'hui. Alors c'était beaucoup moins visible il y a 10 ans, mais ça l'est très fortement aujourd'hui. Donc effectivement, je pense qu'elle nous bride dans la répression en fait de cette déviance. D'accord. Alors moi, pour terminer, je citerai Tacite qui disait « Plus l'État est corrompu et plus il y a de lois ». Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. J'aime bien. Ah, c'est marrant, je croyais que c'était Cicéron qui avait dit cela, mais... Et il me semblait aussi, mais je viens de vérifier, a priori ce serait Tacite. Mais ça a sûrement été repris par plein de gens, parce que j'ai vu passer aussi citer Montesquieu et je ne sais qui d'autre qui l'aurait dit aussi, donc... Oui, non mais Montesquieu, on va pas se mentir, c'est du repompé sur du Platon oui, mais je pense et autres philosophes grecs. Je pense que beaucoup ont repompé sur beaucoup, donc je dis que c'est Tacite, bon elle est à 99%. Pour rebondir sur Tacite, en l'occurrence, c'est tout à fait vrai, en fait, plus l'État va se doter de lois, plus il va témoigner, en fait, du niveau de corruption qu'il atteint, parce que plus on va multiplier les lois, plus, en fait, on prouve qu'il y a un problème qui n'arrive pas à être résorbé par la simple morale, en fait. Il y a un problème qui n'arrive pas à être résorbé par les lois déjà en vigueur. C'est qu'on est obligé de les multiplier pour essayer de quoi? Essayer de boucher les trous. C'est ça, de boucher les trous. Oui, mais c'est exactement ce que tu me disais la dernière fois. On met du Chatterton sur les fissures. Je sais plus si on en discutait juste tous les deux ou si c'était sur une précédente émission, j'arrive pas à me rappeler. C'est peut-être l'année dernière. Où tu me disais qu'en fait, un pays où chaque citoyen serait suffisamment éduqué et assez élevé moralement n'aurait finalement pas besoin de loi. Oui, ça c'est ce que pensait Aristote. C'est-à-dire que plus en fait un pays est édifié, plus un peuple est édifié, moins il a besoin en fait de loi, parce qu'en fait il y a pas besoin qu'une règle existe pour te dire ça c'est interdit. Vu que tu le sais, vu que tu possèdes la morale, tu es un individu vertueux, donc tu ne vas pas commettre en fait de mauvaises actions. C'est ça. Et du coup finalement en fait c'est pas plus l'État est corrompu, plus il y a de lois, c'est moins les habitants d'un pays sont édifiés moralement, plus les lois sont nécessaires, ce qui témoigne de la corruption globale du pays et pas seulement de ses élites en fait. C'est assez pessimiste comme conclusion, je m'en excuse, mais finalement, je trouve que ça sonne assez juste. Hein. Après, on peut avoir une conclusion optimiste là-dessus, c'est que de toute façon, en fait, cette situation ne va pas durer. Elle ne peut pas durer par principe, parce qu'en fait, elle est contre nature. Elle va vers une espèce d'anthropophagie, si on veut. Donc à terme, en fait, quoi qu'il advienne, il va y avoir une résurgence de l'ordre. Quoi qu'il en soit, l'ordre reviendra. Oui, d'une manière ou d'une autre. Mais ça fait partie de la philosophie de Platon, qui l'explique très bien dans la politique, c'est son cercle concernant les régimes politiques. Si on en suit vraiment son schéma, en réalité, nous en sommes au dernier, et nous suit l'anarchie, puis le retour à l'ordre. Donc, le cercle politique se complète effectivement parfaitement bien, et il s'est parfaitement déroulé sur Athènes. Donc, l'ordre revient toujours au moment où on en a besoin, en réalité. Oui, on peut se rassurer en disant que de toute façon, la nature a horreur du vide, quoi qu'il arrive, si le chaos advient, il y aura obligatoirement l'ordre qui reviendra derrière. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. Quand je vous parle du rififi. Messieurs, je vous remercie, c'était fort intéressant. En tout cas, j'espère que cette discussion vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Et en attendant, vive le roi, devenez royaliste et protégez la foi catholique. Vive le roi. Et vive le roi.